Mes parents sont décédés dans un accident de voiture et ma petite sœur a survécu. Je l'ai donc recueillie, mais ma femme l'a traitée de dégoûtante et a exigé que je la place en famille d'accueil, puis a tenu des propos cruels avec ses amis. Du coup, ma sœur s'est enfuie. Je n'aurais jamais imaginé écrire quelque chose comme ça. Hier, en milieu d'après-midi, j'ai reçu un appel de la police. Ils m'ont annoncé que mes parents avaient eu un accident de voiture. Ils n'ont pas survécu. Ils étaient tous les deux partis comme ça. Ma petite sœur, âgée de seulement 10 ans, était aussi dans la voiture. Elle s'en est sortie sans blessure grave, mais elle était traumatisée et seule au commissariat, attendant qu'on vienne la chercher. Je ne me souviens même pas du trajet. Je me souviens juste que j'ai tout laissé tomber au travail et que je me suis précipité au commissariat. En arrivant, j'ai trouvé ma sœur recroquevillée sur une chaise en plastique dans un coin du hall, les yeux rouges et gonflés. Elle avait l'air si petite et effrayée. Dès qu'elle m'a vu, elle a couru vers moi et m'a pris dans ses bras, sanglotant dans mon t-shirt. Elle tremblait de la tête aux pieds. Les policiers étaient très gentils. L'un d'eux était assis à côté d'elle, essayant de la calmer. J'ai signé les papiers de garde d'urgence qu'ils m'ont remis, confirmant en gros que je la prendrais en charge. Les policiers ont mentionné qu'un assistant social des services de protection de l'enfance prendrait contact plus tard, mais à ce moment-là, je me concentrais uniquement sur le fait de mettre ma sœur en sécurité et au chaud. Je l'ai immédiatement ramenée à la maison. Je n'ai jamais douté. C'est ma sœur et maintenant, elle n'est plus personne d'autre. Ma femme était à la maison quand nous sommes arrivés. Je l'avais appelée en chemin pour lui expliquer du mieux que j'ai pu, en 2 minutes, ce qui s'était passé. Peut-être qu'elle n'a pas vraiment réalisé. Nous sommes entrés et ma sœur était toujours accrochée à mon bras, silencieuse, à l'exception de quelques reniflements occasionnels. Elle était sous le choc. Ma femme est sortie de la cuisine, nous a jeté un coup d'œil et j'ai vu son visage se tordre de dégoût. Elle a murmuré quelque chose. Je ne l'ai pas entendu. Alors que je guidais doucement ma sœur pour l'asseoir sur le canapé, ma femme a crié d'une voix forte, « Mon Dieu, c'est dégoûtant !» J'ai immédiatement rétorqué, « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Elle a fait un geste vers ma sœur, qui pleurait tellement fort que son nez coulait et qu'elle avait de la morve sur le visage. « Je ne peux pas. » « C'est vraiment dégoûtant, » a dit ma femme en fronçant le nez. Ma sœur a entendu ça, a enfoui son visage contre moi et s'est remise à sangloter doucement, visiblement gênée. J'ai attrapé une boîte de mouchoirs et j'ai essuyé le visage de ma sœur en lui murmurant que tout allait bien. Au lieu de venir réconforter la petite de 10 ans terrifiée qui venait de perdre ses parents, ma femme a juste grimacé et dit « J'ai besoin d'une minute » et est montée dans notre chambre. Elle n'a pas adressé un seul mot à ma sœur. Elle ne lui a pas fait un câlin, ni même un bonjour. J'étais abasourdi, franchement, furieux de sa réaction. Oui, cette situation était soudaine et tragique, et rien de tout cela n'était prévu dans nos vies. Mais ma femme et moi sommes ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 5. Elle connaît ma famille. Elle a passé les vacances avec nous. Jamais je n'aurais imaginé une réaction aussi froide de sa part envers ma sœur à ce moment-là. J'ai essayé de refouler ma colère et de me concentrer sur ma sœur. Je l'ai nettoyée, j'ai trouvé un de mes vieux t-shirts pour qu'elle porte son pyjama, car nous n'avions pas encore de vêtements pour elle, et je l'ai laissé choisir une place sur le canapé pour se blottir. Elle ne voulait pas être seule, alors je me suis assis à côté d'elle et je l'ai finalement serrée dans mes bras pendant qu'elle pleurait jusqu'à s'endormir. Lorsqu'elle s'est enfin assoupie, je l'ai portée jusqu'à la chambre d'amis et je l'ai bordée. Pendant tout ce temps, ma femme est restée cachée dans notre chambre, porte fermée. Elle n'est jamais revenue nous voir. Une fois ma sœur endormie, j'ai finalement voulu lui parler. Je l'ai trouvée allongée dans son lit, en train de consulter son téléphone. J'ai fermé la porte en silence et j'ai dit, « Il faut qu'on parle ». J'ai parlé à voix basse, essayant de ne pas réveiller ma sœur dans la pièce d'un accent grave côté. Je lui ai demandé, qu'est-ce que c'était que ça ? C'est une petite fille qui vient de perdre ses parents. Tu ne pourrais pas faire preuve d'un peu de compassion ? Ma femme s'est redressée et s'est immédiatement mise sur la défensive. Nous avions convenu que notre vie n'aurait jamais d'enfant. Nous avons pris cette décision ensemble, tu te souviens ? Pas d'enfant. Ni les tiens, ni les miens, ni ceux de personne. J'ai dit, c'est ma sœur. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Elle a répondu, nous avions un accord. Ne pas avoir d'enfant était une promesse fondamentale que nous nous étions faite. Je suis désolé que tes parents soient morts. Moi aussi.
Mais ça ne veut pas dire que tu peux bouleverser notre vie et accueillir un enfant dans cette maison. Il y a d'autres options. Je comprenais ce qu'elle voulait dire par « autres options ». Mais j'ai quand même demandé « quelle autre option ?» Et elle a dit « le système des familles d'accueil existe pour une raison. Des gens qui sont équipés pour gérer ce genre de situation. Tu n'es pas son seul parent. Il n'y a pas d'oncle, ou quelque chose comme ça ?» J'étais sous le choc. Je lui ai dit qu'elle ne voulait pas vivre avec un oncle qu'elle connaissait à peine. Elle voulait être avec moi et je ne vais pas abandonner ma sœur. Je n'arrive pas à croire que tu me proposes une famille d'accueil maintenant. Elle a poussé un soupir exaspéré et a dit, bien sûr que je te le propose. Tu pensais vraiment que ça me conviendrait? Tu m'avais promis pas d'enfant. 0. C'était le contrat quand on s'est marié. Tu ne peux pas le rompre par culpabilité. Elle ira bien en famille d'accueil pour l'instant et peut-être qu'une famille bienveillante l'adoptera. Je lui ai demandé, comment vas-tu dormir la nuit en sachant qu'on a laissé ma sœur chez des inconnus pendant qu'elle pleure ses parents? Le visage de ma femme était glacial. Je ne vais pas m'immoler par le feu pour réchauffer quelqu'un d'autre, a-t-elle répondu. Je suis désolé que ta sœur soit dans cette situation, mais elle n'est pas sous ma responsabilité, et elle ne devrait pas l'être non plus. Honnêtement, nous avons chacun notre vie à vivre. Nous étions heureux avant, et je veux retrouver cette vie. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous n'étions peut-être pas simplement sur des pages différentes. Nous étions dans des livres complètement différents. Je lui ai dit, ma sœur n'a personne d'autre. Je suis sa famille. Je ne lui ferai pas ça. Ma femme a secoué la tête et a dit, je ne vais pas me faire martyriser pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Si tu veux gâcher ta vie, vas-y, mais tu ne peux pas t'attendre à ce que je reste là. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement quitté la chambre, sentant la colère monter et je ne voulais pas exploser et dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. J'ai passé le reste de la nuit sur le canapé devant la chambre d'amis. J'ai fini par m'endormir. Je n'ai aucune idée de ce que cela va signifier pour mon mariage. Il y a moins de 24 heures, je pensais avoir une vision claire de ma vie, un mariage aimant, une routine stable. Maintenant, tout semble brisé. Ma femme m'en veut d'avoir ramené ma sœur à la maison, et je suis furieux contre elle pour sa réaction. Je poste ceci ici parce que je ne sais vraiment pas quoi faire. Comment faire pour convaincre ma femme? Mon mariage est-il pratiquement terminé si j'insiste pour garder ma sœur? J'ai l'impression que tout a basculé en une journée. Je veux avant tout faire le bien pour ma sœur, mais j'ai peur des conséquences. N'importe quel conseil ou point de vue serait le bienvenu. Je vous en serai très reconnaissant. Première mise à jour. Cela fait quelques jours que je n'ai pas posté, et la situation est tendue. Les funérailles de mes parents ont eu lieu plus tôt cette semaine, ce qui a évidemment été un véritable enfer émotionnel pour tout le monde, surtout pour ma petite sœur. Je l'ai aidée à enfiler une robe noire et à attacher ses cheveux du mieux que j'ai pu. Elle est restée silencieuse toute la journée, me serrant la main avec force pendant toute la cérémonie. Ma femme était également présente, mais elle a gardé ses distances. Elle a présenté ses condoléances à quelques membres de ma famille et semblait surtout s'ennuyer, regardant son téléphone sans que personne ne la regarde. J'ai essayé de ne pas lui prêter attention et je me suis plutôt concentré sur le soutien de ma sœur, qui a fondu en larmes à plusieurs reprises pendant la cérémonie. À chaque fois, je me suis écarté avec elle, je l'ai serrée dans mes bras pendant qu'elle sanglotait et je lui ai murmuré que j'étais là et qu'elle n'était pas seule. Ma femme n'est jamais venue nous réconforter. Après les funérailles, alors que nous quittions tous la tombe, ma femme s'est approchée de moi. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait peut-être demander comment allait ma sœur ou peut-être en montrer un peu. Par sympathie. Au lieu de cela, elle m'a tendu une petite pile de papier. C'était une liste d'agences locales de placement familial et des copies imprimées de courriels. Ma femme avait contacté des agences pour trouver un placement pour ma sœur. Elle a dit doucement, j'ai fait des recherches. Ce sont de bonnes options. Ils ont dit qu'ils pourraient lui trouver un foyer d'ici la semaine prochaine. Je me suis tenu près des tombes de mes parents, tenant la main de ma sœur en deuil, tandis que ma femme me disait d'abandonner ma sœur comme un animal de compagnie non désiré. Je ne voulais pas faire de scène au cimetière, alors j'ai simplement mis les papiers dans ma poche et j'ai dit catégoriquement à ma femme que cette discussion devrait attendre. Elle a levé les yeux au ciel et a murmuré, d'accord, mais on en parle ce soir. Nous avons à peine parlé sur le chemin du retour. Ma sœur était à l'arrière, épuisée et engourdie. Je ne pense pas qu'elle ait perçu l'attention.
Elle était complètement à côté de la plaque. Ce soir-là, après avoir installé ma sœur dans sa chambre avec un film et des écouteurs pour qu'elle ne nous entende pas, je me suis finalement assis avec ma femme pour la discussion qui s'annonçait. C'était aussi horrible que je l'espérais. Ma femme a répété que ce mode de vie ne lui convenait pas du tout. Elle a dit quelque chose comme « Je n'ai pas signé pour ça. Tu dois arranger ça, sinon je le ferai. » Elle m'a lancé un ultimatum. J'avais 48 heures pour trouver une solution. Autrement dit, soit je confiais ma sœur à quelqu'un d'autre, soit elle mettait fin à notre mariage. J'ai essayé de rester calme et je lui ai dit qu'il n'y avait rien à régler, que ma sœur avait besoin de moi. Point final. Je lui ai dit, si tu me demandes de choisir entre toi et ma sœur, tu n'apprécieras pas la réponse. Elle s'est mise en colère et a commencé à pester contre mon injustice envers elle, contre le fait que je rompais la promesse que nous nous étions faite de vivre sans enfant. Elle a dit que je changeais les règles et que je ruinais notre avenir à tous les deux parce que tu as le complexe du sauveur. Oui, elle a vraiment dit que j'avais le complexe du sauveur et que j'utilisais la mort de mes parents comme une arme pour faire entrer un enfant à la maison. Comme si je voulais que tout cela arrive. À un moment donné, elle a même dit, c'est exactement pour ça que le système de placement familial existe pour ce genre de situation. Elle s'en sortira très bien avec des professionnels. Toi et moi, on peut passer à autre chose. Pourquoi ne vois-tu pas que je trace une limite raisonnable? Une limite raisonnable? Expulser ma sœur de notre maison et de nos vies pour toujours. Comment est-ce une limite raisonnable? Je lui ai dit que je n'enverrais pas ma sœur au loin, quoi qu'il arrive, que je ne pourrais même pas me regarder dans le miroir si je faisais une chose pareille. Je lui ai aussi clairement fait comprendre que j'avais l'intention de demander la tutelle permanente de ma sœur. Ça l'a encore plus énervée. Elle a dit que si je continuais, je prendrais une décision définitive sans son consentement et mettrais fin à notre mariage. J'ai répondu calmement, si c'est ce que tu ressens, alors je suppose que c'est là qu'on va. Elle a rétorqué, n'essaie pas de me faire passer pour le méchant. J'ai parfaitement le droit de respecter mes limites. C'est toi qui bouleverses notre vie. Si tu la gardes, tu choisis de mettre fin à ce mariage. C'est ton choix, pas le mien. En fait, elle essayait de se faire passer pour la victime, disant que je la forçais la main en refusant de céder. J'étais épuisé à ce moment-là. J'ai dit, je ne la renvoie pas. J'ai pris ma décision. Tu dois décider de ce que tu vas faire. La conversation s'est terminée ainsi. Ma femme a laissé échapper un cri de frustration, du genre, incroyable. Très bien. Fais comme tu veux. Puis elle est montée en trombe et a claqué la porte de la chambre. Depuis, nous vivons sous le même toit, mais nous nous parlons à peine. Elle dort dans la chambre principale. Je suis dans la chambre d'amis avec ma sœur ou sur le canapé. Entre-temps, j'ai discrètement contacté un avocat pour entamer les démarches pour la tutelle permanente de ma sœur. Je ne l'ai pas encore dit à ma femme, mais j'ai informé l'assistante sociale qui s'occupe de son dossier que je demande la garde exclusive et que ma maison est désormais la sienne. Légalement, les démarches sont en cours. Émotionnellement, ma femme a complètement décroché. Elle est rarement dans la même pièce que ma sœur, et quand elle y est, elle fait comme si elle n'existait pas. Par exemple, ce matin, je préparais le petit déjeuner pour nous trois. Ma sœur grignotait ses céréales. Elle n'a pas beaucoup d'appétit ces jours-ci, ce qui est compréhensible. Ma femme est entrée dans la cuisine, s'est fait un smoothie et est repartie sans même nous saluer. Pas un bon matin, ni même un regard en direction de ma sœur. Ma sœur l'a clairement remarqué. Elle a juste regardé ses céréales, l'air triste. Je lui ai serré l'épaule et j'ai changé de sujet, lui demandant si elle voulait aller au parc plus tard. Intérieurement, je bouillonnais de rage à l'idée que ma femme puisse être aussi haineuse, mais je ne voulais pas montrer à ma sœur que j'étais contrarié. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours. La tension à la maison est à son comble. L'ultimatum de ma femme est quasiment arrivé, et je soupçonne qu'elle va mettre sa menace à exécution. Pour être honnête, une partie de moi a déjà accepté que ce mariage soit probablement terminé. Ça fait mal. Ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé ma vie, mais quand je regarde ma sœur, je sais que je ne peux rien faire d'autre que de penser à elle en premier. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien et de conseils après mon premier message, et je tiens à la remercier. Certains pensaient que ma femme finirait par changer d'avis, mais c'est de moins en moins probable maintenant. Elle s'est braquée. Je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus ou si quelque chose d'important se produit. Pour l'instant,
je prends les choses au jour le jour, je prends soin de ma sœur et je me prépare à la suite. Deuxième point. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles, mais la situation a atteint un point critique. Environ une semaine après l'ultimatum de ma femme, je n'ai eu d'autre choix que de retourner au travail. J'avais pris quelques jours de congé pour m'occuper des funérailles et des premiers préparatifs pour ma sœur, mais j'étais déjà au bout de mes vacances. Ma sœur n'était toujours pas retournée à l'école. J'avais prévu de l'inscrire dans mon école locale, mais j'attendais des papiers, ce qui signifiait qu'elle serait à la maison pendant la journée. Ma femme était également en congé ce jour-là. J'étais inquiet de les laisser ensemble, mais j'espérais naïvement qu'au pire, ils s'ignoreraient jusqu'à mon retour. J'ai pris de mes nouvelles par SMS à plusieurs reprises dans la journée, demandant à ma femme si tout allait bien à la maison. Elle n'a répondu qu'une seule fois par un bref, « Tout va bien ». J'ai aussi envoyé un SMS à ma sœur. Je lui avais récemment acheté un simple téléphone portable pour qu'elle puisse me joindre en cas de besoin. Elle n'a pas répondu, mais ce n'était pas si inhabituel. Parfois, elle s'endort ou oublie de consulter son téléphone. Malgré tout, j'avais un mauvais pressentiment dont je ne pouvais me défaire. Quand je suis enfin rentré ce soir-là, la maison était étrangement silencieuse. J'ai appelé ma sœur. Je l'appelle Émilie. Émilie, je suis rentré. Pas de réponse. J'ai vérifié sa chambre. Vide. Salon, jardin. Aucun signe d'elle. La panique commençait à s'installer. Ma femme était assise sur le canapé, à regarder TikTok, l'air presque ennuyé. J'ai demandé, où est Émilie? Elle a à peine levé les yeux et haussé les épaules. Je ne sais pas. Pas ici, évidemment. J'ai senti un frisson me parcourir. Comment ça, tu ne sais pas? Elle était là quand je suis parti ce matin, non? Ma femme a levé les yeux au ciel et a dit, je ne suis pas sa baby-sitter. Elle était là tout à l'heure et maintenant, elle ne l'est plus. C'est tout ce que je sais. J'étais complètement paniqué. J'ai haussé le ton. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé quand tu as réalisé qu'elle était partie? Cela l'a finalement fait poser son téléphone. Elle m'a regardé droit dans les yeux avec une expression irritée et a dit, écoute, elle n'a été que source d'ennui. Franchement, c'est mieux comme ça. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est mieux comme ça? Tu as perdu la tête? Comment est-ce que la disparition d'une enfant de 10 ans est plus agréable, d'une manière ou d'une autre? Elle a répondu avec un petit sourire narquois. Je dis que ta petite sœur, ton fardeau, a résolu le problème pour nous. Si elle s'est enfuie, eh bien, ça nous retient, à toi et moi, non? Peut-être qu'elle est allée voir quelqu'un qui la veut vraiment. C'est sans doute mieux ainsi. Maintenant, on peut enfin reprendre nos vies. J'ai dit à ma femme qu'elle était folle si elle pensait qu'une fugue d'enfants était une solution. Elle a eu le culot de me dire que j'exagérais, que les enfants fuguent tout le temps quand ils sont contrariés. Elle reviendra ou quelqu'un d'autre s'en chargera. J'ai réalisé que je perdais un temps précieux à me disputer avec elle. Il fallait que je retrouve ma sœur immédiatement. J'ai pris mes clés et j'ai appelé quelques amis et membres de ma famille pour participer aux recherches. En quelques minutes, une petite équipe de recherche était mobilisée. Ma meilleure amie, quelques voisins et un cousin se sont joints à nous. Nous nous sommes dispersés dans le quartier. J'ai également appelé. J'ai appelé la police pour signaler la disparition de ma sœur et leur ai donné son signalement. Pendant mes recherches, je n'arrêtais pas de l'appeler sur son portable, mais elle ne répondait pas. Ce furent les heures les plus terrifiantes de ma vie. Nous avons cherché partout où nous pouvions penser. Le parc, le chemin de son ancienne école, la supérette qu'elle aimait, l'ancien quartier de mes parents, partout. Je conduisais lentement, feu de détresse allumé, criant son nom par la fenêtre comme un fou. Mon esprit s'est égaré. J'imaginais toutes les horreurs qui auraient pu lui arriver. C'était une véritable agonie. Finalement, vers 3 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était mon ami, appelons-le Jack, qui cherchait avec nous. J'ai senti le soulagement dans sa voix lorsqu'il a dit, je l'ai trouvé. J'ai failli m'effondrer en entendant ces mots. Il m'a indiqué l'emplacement derrière un Walmart ouvert 24h24, à environ 3 km de chez moi. J'ai accéléré. En m'arrêtant derrière le magasin, j'ai vu Jack agenouillé à côté d'une petite silhouette recroquevillée. Près du mur du fond, près des quais de chargement. C'était Émilie. Elle tremblait et pleurait, recroquevillée sur elle-même, les bras autour des genoux. Elle avait l'air absolument terrifiée.
Dès qu'elle m'a vu, elle a bondi et a couru vers moi. Elle m'a presque renversé sous la force de son étreinte, s'accrochant à moi et sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Je l'ai serrée dans mes bras, le cœur brisé et en même temps un immense soulagement. Je n'arrêtais pas de lui répéter, « Je suis là. Je te tiens. Tu es en sécurité maintenant. Je te le promets. » Je me le disais probablement autant à moi-même qu'à elle. Elle pleurait et s'excusait sans cesse. Je ne comprenais pas pourquoi elle pensait devoir s'excuser. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien à regretter, que c'était moi qui regrettais qu'il ait fallu si longtemps pour la retrouver. Elle n'arrêtait pas de s'accrocher à moi et de me dire qu'elle ne voulait pas être un problème ni me gâcher la vie. Ça m'a complètement anéanti. Une fois qu'elle s'est un peu calmée, je lui ai gentiment demandé pourquoi elle s'était enfuie, ce qui l'avait effrayée au point de devoir partir. À travers ses sanglots et avec beaucoup d'hésitation, Émilie m'a raconté ce qui s'était passé après mon départ au travail. Elle m'a dit, « Ma femme a passé la majeure partie de la journée à téléphoner à ses amis, et elle parlait volontairement assez fort pour que ma sœur l'entende. D'après ma sœur, ma femme disait des choses horribles. Elle la traitait de fardeau inutile et d'orpheline agaçante qui gâchait tout. Elle se plaignait d'être coincée à garder une gamine et souhaitait que ce petit problème disparaisse pour pouvoir retrouver sa vie d'avant. Ma sœur a tout entendu. Elle l'a intériorisé et a sincèrement cru qu'elle détruisait mon mariage et mon bonheur par sa présence. Elle m'a dit qu'elle s'était enfuie parce qu'elle pensait que sa disparition réglerait tout. Dans sa tête, tout le monde, ma femme et moi, serions mieux sans elle. » J'ai ressenti un pincement au cœur et un frémissement de colère en entendant cela. J'ai pris soin de lui dire sur le champ que rien de ce que ma femme disait n'était vrai. Pas un seul mot. Elle n'est pas un fardeau. Elle n'a rien gâché. La tragédie qui nous est arrivée n'était absolument pas de sa faute. Je lui ai dit que je l'aimais plus que tout au monde. Et l'idée de la perdre était terrifiante. J'ai dit la seule chose qui aurait rendu cette situation vraiment insupportable, comme si quelque chose lui était arrivé. Je lui ai également réitéré ma promesse qu'elle resterait à mes côtés pour toujours, car je ne l'abandonnerai jamais. Elle pleurait et me serrait encore plus fort, mais je sentais qu'elle se sentait peut-être un peu mieux après m'avoir entendu dire tout ça. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elle s'était un peu calmée, je la portai jusqu'à ma voiture. Jack avait déjà interrompu les recherches avec les autres et informé la police qu'elle avait été retrouvée, heureusement, personne n'était dans le doute. Il était presque 4 heures du matin lorsque je suis arrivé dans notre allée avec ma sœur. J'étais épuisé, mais toujours furieux contre ma femme. En entrant, j'ai remarqué que la porte d'entrée n'était toujours pas verrouillée. Cela m'a encore plus exaspéré. Ma femme n'avait même pas pris la peine de la verrouiller. J'ai doucement emmené ma sœur à la salle de bain, je l'ai aidée à se laver le visage et je lui ai enfilé un pyjama propre. Elle était tellement épuisée qu'elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Je l'ai allongée dans son lit et elle s'est endormie presque instantanément. Une fois certain qu'elle dormait profondément, j'ai décidé qu'il était temps de confronter ma femme. Ma femme dormait dans notre chambre, croyez-le ou non. L'idée qu'elle puisse aller se coucher après tout ce qui s'était passé m'a fait monter une nouvelle vague de colère. J'ai allumé la lumière, la réveillant en sursaut. Elle s'est redressée, désorientée, et j'ai immédiatement dit, « Lève-toi. Tu dois partir maintenant. » Elle a cligné des yeux, confuse, et a marmonné quelque chose à propos de l'heure qu'il était et de la raison de mes cris. Je ne l'ai même pas laissé finir sa phrase. « Sors d'ici », ai-je rétorqué. « J'ai fini. Fais tes bagages et pars aujourd'hui. » Cela a attiré son attention. Elle était complètement réveillée et a commencé à paniquer en disant, « Tu es folle ? On est au milieu de la nuit. Je ne vais nulle part à 4 heures du matin. » Je lui ai dit qu'elle partait tout de suite et que je ne voulais pas qu'elle vive sous le même toit que ma sœur une seule seconde de plus. Elle est sortie du lit et s'est mise sur la défensive en hurlant, « Tu ne peux pas me virer de chez moi comme ça. » Je lui ai dit de me surveiller, car c'était exactement ce qui se passait. Je l'ai prévenue que si elle ne partait pas de son plein gré, j'appellerais ses parents, sa sœur, n'importe qui pour venir la chercher immédiatement, ou j'appellerais la police et lui expliquer la situation. J'étais tout à fait sérieux et je pense qu'elle le savait. Elle s'est mise à pleurer de frustration et de colère. Elle n'arrêtait pas de débiter des bêtises comme si elle n'avait pas voulu que ça aille aussi loin et qu'elle se défoulait juste au téléphone. Elle a même essayé de rejeter la faute sur ma sœur, en disant que si Émilie n'avait pas écouté aux portes, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle a continué. Je lui ai expliqué que ce genre de drame était précisément la raison pour laquelle elle ne voulait pas d'enfants à la maison.
Je crois qu'à ce moment-là, je l'ai vue telle qu'elle était. Je lui ai dit que si ma sœur avait été blessée, ou pire, la nuit dernière, elle aurait eu du sang sur les mains. Je lui ai dit qu'elle était cruelle et sans cœur, et que je n'avais aucune intention de rester mariée à quelqu'un capable de faire ce qu'elle a fait à un enfant. Elle a commencé à dire que je préférais cet enfant à moi et que je gâchais notre vie, ou quelque chose du genre. Je ne l'ai même pas laissé finir sa phrase. Je lui ai dit, tu as tout à fait raison. Je la préfère à toi. Le simple fait que tu appelles ma sœur, enfant, en dit long. Ce n'est même pas un choix pour moi. C'est une évidence. Puis j'ai pointé la porte du doigt et j'ai dit, maintenant, sors. À ce moment-là, elle a compris que je le pensais vraiment. Elle a jeté quelques vêtements et affaires essentielles dans un sac de sport, tout en m'insultant et en hurlant que je regretterais, que je gâchais nos vies. Je n'ai pas réagi à ces insultes. Je suis resté planté là, les bras croisés, à l'observer pour m'assurer qu'elle était vraiment partie. Elle a appelé sa sœur pour qu'elle vienne la chercher. Pendant tout ce temps, elle fulminait et pleurait de colère, mais je suis resté silencieuse. Vers 5 heures du matin, elle était enfin partie. J'ai entendu la voiture démarrer et j'ai fermé la porte d'entrée derrière elle. À la seconde où j'ai tourné la serrure, j'ai craqué. Quelques heures plus tard, après avoir dormi 1 heure d'un sommeil agité, je me suis levé et j'ai commencé à téléphoner. J'ai dit à mon avocate de déposer immédiatement une demande de divorce. J'ai également informé l'assistante sociale de la protection de l'enfance de la situation, du moins dans les grandes lignes, et j'ai demandé une tutelle d'urgence pour ma sœur. Vu les circonstances, ils ont tout accéléré pour moi. Il était hors de question que je risque que ma femme ait son mot à dire ou interfère avec les soins de ma sœur après ce qu'elle avait fait. Croyez-le ou non, plus tard dans la journée, ma femme a eu le culot de m'envoyer un SMS. C'était un message furieux qui me rejetait toute la faute. Elle m'a écrit que si je l'avais écouté dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé, que j'étais responsable de tout ça par mon entêtement. Je n'ai pas répondu. Ça ne servait à rien. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai eu une conversation directe avec elle. Pour ma part, ce mariage est terminé et il ne me reste plus qu'à régler les formalités administratives. Je me concentre désormais uniquement sur ma sœur. Troisième point, cela fait environ 4 mois depuis mon dernier point. Beaucoup de choses se sont passées, principalement du positif. Je suis soulagé de vous annoncer cela. D'abord, côté juridique, le divorce se déroule sans problème. Étonnamment, ma femme, enfin, mon ex-femme, ne conteste rien. Le partage des biens a été assez simple et, comme nous n'avons pas d'enfants ensemble et que nous travaillons tous les deux, il n'y a pas eu grand-chose à marchander. Elle est restée silencieuse, à part signer les papiers par l'intermédiaire de son avocat. Je pense qu'elle veut juste en finir, autant que moi. J'ai également obtenu la tutelle légale permanente de ma sœur. C'est devenu officiel le mois dernier. Nous avons eu une audience au tribunal à laquelle j'ai assisté avec ma sœur et l'assistante sociale. Le juge a été très gentil et a même parlé directement à ma sœur pour lui demander si elle se sentait bien de vivre avec moi. Elle a hoché la tête et a dit oui, avec même un petit sourire. C'était un moment très agréable. J'étais si fier d'être officiellement sa tutrice, mais c'était doux amer de savoir pourquoi cela devait se passer ainsi. Sur le plan émotionnel, ces derniers mois ont été un chemin de guérison pour nous deux. J'ai organisé des rencontres hebdomadaires avec un conseiller d'orientation pour ma sœur dans sa nouvelle école, ce qui l'a aidé à surmonter son deuil et son traumatisme. Au début, elle était, comme on pouvait s'y attendre, une épave, cauchemar, larmes abondantes, et elle me quittait rarement des yeux quand j'étais à la maison. Mais petit à petit, j'ai constaté des améliorations. Elle sourit plus souvent. Elle s'est fait quelques amis dans sa classe et a retrouvé un peu de son énergie d'enfant insouciante d'avant. Notre quotidien a complètement changé. Bien sûr, je suis passé d'un garçon tranquille et sans enfant à un parent célibataire. C'était épuisant au début, mais honnêtement, je pense que nous nous en sortons tous les deux bien maintenant. Les matins sont occupés à préparer le déjeuner et à s'assurer qu'elle a tout ce qu'il faut pour l'école. Le soir, c'est l'heure des devoirs. J'ai dû réviser mes maths de CM2, ce qui est une leçon d'humilité, puis préparer le dîner. Parfois, nous cuisinons ensemble. Elle est plus douée que moi pour suivre les recettes, pour être honnête. Nous avons instauré nos propres petites traditions, comme le petit déjeuner de crêpes du dimanche. C'est elle qui prépare la pâte. C'est une nouvelle vie, mais ça me semble normal.
Une petite étape marquante en particulier, j'ai appris à tresser les cheveux. La première fois que j'ai essayé de lui tresser les cheveux pour l'école, c'était un vrai désastre. Je parle de cheveux inégaux, lâches, qui se défaisaient instantanément. Quand je le lui ai montré, elle a éclaté de rire. C'était le premier vrai rire que je l'entendais rire depuis l'accident. J'ai fini par rire aussi. On a refait la tresse ensemble. Bon. Je l'ai laissé faire la plupart du temps, et depuis, je m'entraîne. Aujourd'hui, je réussis une tresse passable, même si elle ne me donne toujours qu'un C+ en coiffure. On appelle ça des progrès. On a aussi eu une tâche difficile ensemble, trier les affaires de nos parents. On a laissé la maison de nos parents intacte pendant 2 mois, car aucun de nous n'était prêt. Mais il y a quelques semaines, on a décidé d'y passer un week-end pour emballer des affaires importantes et des souvenirs. Rentrer dans cette maison a été difficile. On avait l'impression que papa et maman auraient dû être là. Il y avait encore un mot croisé à moitié terminé sur la table basse, des trucs comme ça. Nous avons pris notre temps et nous sommes laissés aller à nos émotions. Il y a eu des larmes, c'est sûr. Finalement, nous avons emballé les objets personnels que nous voulions garder. J'ai pris quelques outils de papa et sa montre préférée. Ma sœur a pris quelques bijoux de maman et quelques-uns de ses pulls douillés qui sentent encore légèrement son parfum. Nous avons aussi rassemblé tous les albums photos et les photos de famille encadrées. Les cadeaux de mon ex-femme ont complètement disparu. Elle avait déjà emporté les objets les plus importants à son départ. Et quelques semaines plus tard, elle a envoyé sa sœur récupérer d'autres affaires. Pour le reste, elle m'a dit de simplement donner ou de jeter. Alors, j'ai emballé et donné ce que je pouvais. Emballer 8 ans de mariage, c'était quelque chose. Je mentirais si je disais que ça ne m'a pas du tout affecté. J'ai retrouvé de vieilles photos de nous, des petits souvenirs de voyage, des cartes que nous nous étions offertes. C'était un moment doux amer de les parcourir. Quant à l'aspect social de tout ça, eh bien, ça se sait. Une fois que les gens ont découvert la raison de notre rupture, la réaction a été extrêmement encourageante pour que je puisse accueillir ma sœur. Je n'ai pas dévoilé les détails, mais mes amis proches et ma famille étaient au courant, et je suis sûr qu'elle s'est répandue. De nombreux amis communs ont pris de mes nouvelles, ma sœur et moi, et ont exprimé leur incrédulité face aux agissements de mon ex. En fin de compte, ma sœur et moi allons de l'avant. 4e mise à jour. Au départ, je n'étais pas sûr de devoir publier cette partie, mais je pense qu'il est utile de mentionner l'impact que ce point de vue extérieur a eu sur moi. J'ai fini par partager mon histoire sur un autre forum en ligne, cherchant simplement à être validé ou rassuré sur le fait que j'avais bien fait. La majorité des réponses étaient extrêmement encourageantes. Beaucoup m'ont félicité d'avoir pris la défense de ma sœur et ont dit que j'étais un bon frère et un bon tuteur. Lire ces commentaires encourageants m'a fait du bien et m'a conforté dans l'idée que, malgré le coût personnel, j'avais fait un choix empreint de compassion. Cependant, tous les commentaires n'étaient pas positifs. Quelques personnes étaient étonnamment critiques. Ils ont fait valoir que j'avais été égoïste d'une manière différente, que j'avais forcé un enfant à mon conjoint réticent et pris une décision unilatérale qui a eu un impact sur sa vie sans son consentement. Certains ont même dit des choses comme « j'ai armé la tragédie pour me faire ». Un commentaire qui m'a vraiment marqué était dans le sens de « si les sexes étaient inversés et qu'une femme a soudainement accueilli son frère orphelin contre les souhaits de son mari, tout le monde la diffuserait. Mais parce que vous êtes un homme, les gens vous félicitent. » Double standard. Aïe. Ce que l'on m'a fait m'asseoir et réfléchir. Honnêtement, je ne m'attendais pas à être accusé d'être le méchant dans cette situation. Donc, ces commentaires m'ont pris au dépourvu et m'ont frappé fort. J'ai commencé à me deviner. Je me demandais si, dans mon désespoir de protéger ma sœur, j'avais entièrement fait rouler les sentiments de ma femme. Bien que de mon point de vue, sa position était non négociable et cruelle. J'ai perdu quelques nuits de sommeil en renversant ces pensées. Je n'arrêtais pas de me demander, ai-je géré ça de la meilleure façon possible? Aurais-je dû l'aborder différemment? Avais-je tort de ne pas même divertir le point de vue de ma femme? C'était une véritable spirale de doute de soi. Un soir, après que ma sœur s'est couchée, je suppose que j'étais assis sur le canapé aussi troublé que je le ressentais. Elle a fini par se tapoter de sa chambre, disant qu'elle ne pouvait pas dormir et s'était levée pour un verre d'eau. Elle m'a vu et m'a demandé si j'allais bien. Je ne suis pas entré dans tous les détails, mais je lui ai dit que j'avais lu certaines choses en ligne qui m'inquiètent, j'aurais pu prendre les mauvaises décisions. Elle m'a regardé avec ses grands yeux inquiets et m'a demandé ce que je voulais dire.
Je lui ai dit que certaines personnes pensaient que j'avais été injuste envers ma femme et que je n'aurais peut-être pas dû faire ce que j'ai fait comme je l'ai fait. Elle était silencieuse pendant un moment. Ensuite, elle m'a demandé, si vous pouviez remonter dans le temps, les laisseriez-vous me envoyer pour que vous puissiez rester avec votre ex-femme? La question m'a stupéfait et j'ai répondu immédiatement, non, absolument pas. Je ferai le même choix à chaque fois. Elle a juste hoché la tête et a dit, alors je ne pense pas que ce soit ce que ces gens disent. Puis elle m'a serré dans ses bras et a ajouté, je suis vraiment content que tu sois mon frère. Cela m'a presque sorti de mon finque. Elle avait raison. Les étrangers sur Internet n'ont aucune idée de notre vie ou de ce que nous avons vécu. Ils voient un instantané et font des jugements, mais ils ne l'ont pas vécu. À ce moment-là, j'ai également réalisé que je n'ai pas besoin de validation de personnes aléatoires en ligne pour savoir que j'ai bien fait par ma sœur. La preuve est ici devant moi. Une petite fille qui a tellement perdu mais qui est en sécurité et aimée et guérisse. Je choisirais cela pour apaiser 1 million d'étrangers Internet à chaque fois. Après cela, j'ai cessé de me torturer en lisant les commentaires critiques. J'ai fait la paix avec ma décision. Je suis incroyablement reconnaissant pour le soutien écrasant que nous avons reçu, en ligne et de vos amis et de la famille dans la vraie vie. Il est encourageant de savoir que la plupart des gens comprennent pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Mais même si ce n'était pas le cas, je peux m'endormir la nuit en sachant que ma sœur est sous mon toit et pas quelque part, elle se sentirait indésirable et mal aimée. Ce sera probablement ma dernière mise à jour. Je voulais juste fermer la boucle et faire savoir à tout le monde que nous allons bien. Ma sœur va mieux chaque jour, et j'aime vraiment être son tuteur, même quand c'est difficile. Mon mariage s'est effondré, oui, mais en échange, j'ai sauvé ma famille et je peux vivre avec ce métier. Merci à tous ceux qui ont suivi notre histoire et ont proposé des mots de soutien. Cela signifiait plus que vous ne le savez. Quant aux personnes qui n'étaient pas d'accord avec mes choix, eh bien, je leur souhaite bonne chance, mais je ne changerai rien. Je vais me concentrer sur ce qui nous attend. Élever cet enfant incroyable du mieux que je peux. Signature.